Bonjour à tous et bienvenue. L'agence de notation internationale Moody's vient de rehausser la notation de crédit de la Côte d'Ivoire. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Quelle est donc la nouvelle notation de la Côte d'Ivoire et quel est le rôle des agences de notation internationales? Écoutons les explications d'Ève Boué. La notation financière est une technique permettant de mesurer la solvabilité et la volonté d'un emprunteur à faire face à ses obligations financières à court et ou long terme. C'est un indicateur qui permet aux investisseurs d'évaluer la santé financière d'une entreprise, mais aussi des titres financiers que celle-ci émet pour obtenir des fonds, notamment des obligations. Cette activité de notation est dévolue à des agences de notation financière. Elles évaluent donc la capacité d'un emprunteur, d'une entreprise, d'un État, d'une collectivité à rembourser sa dette. Schématiquement, les notes s'établissent de A à D avec des échelons intermédiaires. A pour la bonne solvabilité, B pour la solvabilité moyenne, C qui signifie un risque très important de non-remboursement et D qui fait référence à une situation de faillite de l'emprunteur. Il existe 3 principales agences de notation internationale appelées The Big Three ou les 3 grandes, Fitch Ratings, Standard & Poor's et Moody's Investor Service. Cette dernière vient de relever depuis le 1er mars 2024 la notation de la Côte d'Ivoire. Le pays est passé de BA3 correspondant à la perspective positive à BA2 avec perspective stable. Cela positionne le pays comme deuxième meilleur crédit d'Afrique subsaharienne après le Botswana et aux côtés de l'Afrique du Sud. Le pays rejoint le même palier de notation que le Brésil et le Vietnam. Que signifie cette note obtenue par la Côte d'Ivoire? Quelles incidences sur l'économie ivoirienne? Selon un communiqué du ministère des Finances et du Budget, l'agence de notation internationale Moody's a rehaussé le 1er mars 2024 la notation de crédit de la Côte d'Ivoire de B à 3, perspective positive, à B à 2, avec perspective stable. Cette décision, qui matérialise la perspective positive octroyée en juillet 2022, reflète l'appréciation par Moody's des excellents progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de la dernière décennie sur les plans économiques, politiques et social, ainsi que la très forte confiance de l'agence dans l'agenda des réformes du gouvernement à court et moyen terme. Mais au-delà de cette satisfaction générale, que signifie concrètement cette hausse de la notation? Quels sont les arguments avancés par l'agence de notation et les perspectives économiques pour notre pays? Pour en parler, je reçois le directeur général de Bloomfield Investment Corporation, Stanislas Zézé, qui est donc le président directeur général. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim Djezé. Alors, je crois qu'il est peut-être important de rajouter un élément très important à ce qui vient d'être décrit. C'est important de comprendre qu'au-delà des 3 agences de notation financière dites internationales, vous avez 70 agences de notation financière régionales, dont 2 dans l'UEMOA. Dans l'UEMOA, vous avez Bloomfield et vous avez Global Credit Rating, qui est une filiale de Moody's d'ailleurs. Et il y a une différence essentielle entre les notations des agences dites internationales et des agences régionales. C'est que nous faisons nos notations en monnaie locale et les agences internationales font leurs notations en devises étrangères. La différence, c'est que nous évaluons la crédibilité intrinsèque des entités notées et eux établissent la capacité de rembourser en devises étrangères, ce qui sont 2 choses plus ou moins différentes, mais complémentaires. Et on va y revenir. Déjà, lorsqu'on parle de la santé financière d'un État, de quoi s'agit-il, puisqu'il semble que cela fait partie de cette notation? Alors, la santé financière, c'est le bien-être financier, la solidité financière de ce pays-là. Parce qu'en réalité, l'objectif des agences de notation financière, c'est d'établir la capacité et la volonté d'une entité notée à faire face à ses obligations financières. Donc évidemment, par ricochet, on parle de sa santé financière pour savoir si elle a les capacités non seulement d'absorber, mais de rembourser. Est-ce que ces notations sont finalement comme un diagnostic de la santé financière des États et est-ce qu'elles s'accompagnent d'un remède ou de recommandations? Alors, en réalité, oui, c'est un diagnostic, c'est une analyse, c'est une opinion, en réalité, une opinion indépendante qui est donnée par l'agence de notation financière. Une agence de notation financière ne peut pas donner des conseils parce que, justement, elle établit cette opinion, ce serait contradictoire et ce serait un conflit d'intérêts. Ceci dit,
Je pense que les rapports sont suffisamment détaillés, en tout cas, nos rapports sont suffisamment détaillés pour que les potentiels remèdes soient dans le rapport lui-même. Et l'idée, c'est de mettre en relief ce qui permettrait éventuellement d'améliorer les notes. Donc, il n'y a pas de conseils qui sont donnés après. Alors, on est passé de B à 3, perspective positive, à B à 2, avec perspective stable, c'est ce qui est écrit. Que signifie cette note obtenue par la Côte d'Ivoire? Alors, la première note, il faut savoir que les deux notes sont dans ce qu'on appelle la catégorie spéculative. Vous avez deux catégories, la catégorie d'investissement et la catégorie spéculative. Donc, la première note qui a été la note de la Côte d'Ivoire l'année dernière par Moody's, de BA3 avec perspective positive, annonçait plus ou moins justement ces rehaussements-là. Quand on parle de perspective positive, c'est la tendance de la note. Donc la tendance de la note était au positif. Généralement, quand les perspectives sont positives, on finit par voir un rehaussement de la note, ce qui a été le cas. Et donc ce rehaussement a donné lieu à BA2, mais avec une perspective qui s'est stabilisée justement, puisque la conséquence de cette perspective positive, c'était le rehaussement. Et la Côte d'Ivoire est désormais, on va dire, à 2 crans de la catégorie d'investissement, parce que la prochaine note, en réalité, ce sera BA1, et ensuite la catégorie d'investissement. Donc elle a évolué d'un cran et se rapproche de la catégorie d'investissement. Alors, mais est-ce vraiment significatif finalement quand on sait que l'on reste dans la catégorie des 2B en étation? Alors, je pense que c'est extrêmement important de comprendre que c'est bien évidemment de prendre un cran, parce que ça montre bien qu'on va dans la même direction. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit travailler pour atteindre justement la catégorie d'investissement, qui est la catégorie où vous êtes dans une situation plutôt confortable. C'est où vous rentrez si vous voulez, dans la cour des grands, où vous rentrez à risque modéré, et c'est la catégorie où vous êtes considéré sur le marché comme un risque qui est un risque très acceptable. Alors, que faudrait-il faire pour y remédier justement? Je crois qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la notation en devises étrangères est basée justement sur les réserves de devises. Et pourquoi les pays africains, généralement, ont des réserves de devises qui sont faibles? Parce que ce sont des pays rentiers. Ce sont des pays qui vendent leurs matières premières, collectent des devises étrangères, mais utilisent ces devises étrangères pour importer des produits finis qui sont généralement plus chers que les matières premières. Aujourd'hui, il s'agit de transformer l'économie de sorte à pouvoir justement réduire la dépendance vis-à-vis des produits finis, fabriquer ses propres produits finis, donc évidemment économiser les devises qui servaient d'importer ces produits finis, et vendre et justement exporter des produits finis qui permettraient justement d'accumuler davantage de réserves de devises. Donc plus la réserve de devises est élevée, et évidemment mieux la note sera. Vous regardez le Botswana par exemple, qui a la meilleure note sur le continent en devises étrangères, qui est de 3B+, à un niveau de réserve de devises de 40 mois d'importation, pendant que l'UEMOA a 4 mois d'importation. Donc vous voyez un peu la différence. Donc transformation de l'économie. Transformation de l'économie. Et cette transformation de l'économie passe par une première étape qui est la diversification de l'économie. D'ailleurs, que Moody's a reconnu à la Côte d'Ivoire d'avoir une économie très diversifiée. Bon, la diversification, c'est la première étape. Et la deuxième étape, maintenant, c'est la transformation qui doit se faire et qui permettra justement à la Côte d'Ivoire d'arriver à ce niveau-là de notation, de catégorie d'investissement. Alors, plusieurs facteurs clés ont contribué à fonder la décision de l'agence de notation Moody's. Alors, il s'agit notamment de la résilience de l'économie ivoirienne et les fortes perspectives de croissance, estimées à près de 7% d'ici 2026. Qu'est-ce qu'on juge lorsque l'on parle de résilience? C'est un mot qu'on a entendu très régulièrement à l'issue des différentes crises sanitaires et énergétiques. Est-ce notre capacité finalement à résister aux crises dont on parle? C'est surtout la capacité à absorber les crises. C'est-à-dire que votre capacité à performer malgré la crise. Et si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, pendant la crise de Covid, où la majorité des économies est en récession, la Côte d'Ivoire a quand même fait 1,2% de croissance positive. Donc, qui peut-être paraît faible, mais dans une période de crise, est une prouesse économique en réalité. Donc, c'est cette capacité de pouvoir transcender les chocs extérieurs et les chocs intérieurs. Parce que les chocs intérieurs aussi sont des chocs qui peuvent ralentir l'économie. On a vu la crise politique qui a secoué la Côte d'Ivoire. De la sortie de cette crise,
la Côte d'Ivoire a rebondi rapidement. Et donc cette capacité de rebondir et cette capacité d'absorber les crises constitue la résilience d'une économie. Alors, autre sujet, vous venez de l'aborder juste avant, c'est cette diversification grandissante de l'économie ivoirienne qui a été soulignée dans ce rapport. On parle notamment du secteur agroalimentaire et pétrolier. Qu'est-ce qui a été fait très précisément à ce sujet dans notre pays ? Alors, je crois que la Côte d'Ivoire a compris une chose qui est extrêmement importante, et elle a compris dès les débuts des années 80, avec la crise du cacao. Donc, à l'époque, les revenus de la Côte d'Ivoire étaient produits... Le cacao représentait 80% des revenus de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a un choc extérieur, évidemment, ça vient anéantir plus ou moins l'économie parce que vous dépendez d'un seul secteur d'activité. Et donc, la diversification est partie de ce constat, ou de cet échec, on va dire, arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire a fait de tous les secteurs d'activité une priorité. Et donc, quand tous les secteurs d'activité sont une priorité, le pays met en place des mécanismes et des politiques publiques pour rendre ces secteurs d'activité attractifs et permettre aux investisseurs d'investir dans ces secteurs. D'où, et ces secteurs deviennent des contributeurs de l'économie. D'où cette diversification qui aplanit, si vous voulez, qui crée une sorte d'équilibre. Aujourd'hui, il me semble que le revenu du cacao représente que 13% des revenus de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a su absorber le choc des prix du cacao il y a quelques années, parce que justement le cacao ne représente plus 80%. Donc un choix stratégique judicieux. C'est un choix stratégique judicieux et nécessaire d'ailleurs, par lequel tous les pays développés sont passés. Et donc c'est une transition d'ailleurs vers le développement, diversifier son économie, ensuite la transformer. Je crois qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a réussi cette diversification et aujourd'hui il s'agit de passer à la transformation maintenant. On nous a aussi parler de la forte réduction du taux de pauvreté, la hausse du PIB par habitant ces dernières années, s'élevant à près de 7000 USD, donc dollars américains. Alors, on veut savoir avec vous si c'est une idée reçue ou une perception lorsqu'on dit de nos économies qu'elles ne sont pas assez inclusives. Alors, la première chose, c'est faut comprendre que la Côte d'Ivoire est passée dans la catégorie des revenus intermédiaires. Donc, en ayant un PIB par habitant à 7000 $, elle rentre dans la catégorie des pays intermédiaires. La deuxième chose, c'est que l'inclusivité... Vous avez parlé tout à l'heure de la réduction de la pauvreté. Donc, évidemment, quand il y a réduction de la pauvreté, généralement, il y a augmentation de la classe moyenne. Et donc, quand il y a augmentation de la classe moyenne, vous avez une classe moyenne qui consomme, qui exigence, donc évidemment qui force la production. Et voilà comment l'économie devient dynamique. Et l'inclusivité va venir du fait que, la non-exclusivité va venir du fait que généralement, dans les économies africaines, vous avez le tissu économique qui est constitué en réalité, on prend la Côte d'Ivoire, 95% de PME. Et ces PME, qui sont des PME locales, ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Et vous avez 5% du tissu économique qui est constitué de sociétés multinationales et qui contribuent à 80% de la richesse créée. Leur objectif n'est pas nécessairement de réinvestir ou de redistribuer, mais plutôt d'exporter, de rapatrier leurs bénéfices. Mais celles qui doivent redistribuer, celles-là ne contribuent qu'à 20%. Donc évidemment, tant que vous pouvez avoir une économie qui performe extrêmement bien comme la Côte d'Ivoire, mais tant que vous avez les entreprises locales qui ne produisent pas beaucoup de richesses, c'est difficile de parler d'inclusivité parce qu'il n'y a pas justement cette partie-là qui est redistribuée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est certainement d'augmenter, de renforcer la capacité des PME de sorte à ce qu'elles améliorent leur contribution. Si vous avez une économie où les PME locales contribuent à 50-60% de l'économie, on ne parlera plus de non-inclusivité parce que systématiquement, les richesses sont redistribuées parce qu'elles restent sur place. Alors, il y a deux termes aussi que je voudrais aborder avec vous qui sont récurrents dans ce rapport. C'est la capacité d'emprunt et la dette dont on parle régulièrement. Ouais. Déjà, quelle est la situation de la Côte d'Ivoire sur ces deux points actuellement ? Alors, quand on parle de crédit, quand on parle de dette, vous avez deux éléments qui sont fondamentaux en réalité. Trois d'ailleurs. Premier élément, c'est le stock de la dette. Est-ce que le pays est endetté au-delà d'un certain benchmark ? Le benchmark, c'est 70%. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est à 48%. Donc, elle n'est pas surendettée.
elle est même correctement endettée. Et la dette est nécessaire, mais elle est correctement endettée. Le deuxième point, c'est l'exposition vis-à-vis de son créancier. Et c'est là où les pays africains, en ce moment, sont dans une situation qui est plutôt limite, puisqu'ils sont exposés plus en devises étrangères que dans leur propre monnaie. Prenez la Côte d'Ivoire, elle est exposée autour de 60% en devises étrangères. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Vous prenez, le troisième élément, c'est le service de la dette. Donc, tant que vous pouvez servir votre dette, en réalité, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez avoir un stock de la dette qui peut paraître faramineux, mais tant que vous pouvez rembourser, en réalité, ça ne pose aucun problème. Le service de la dette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est autour de 60%, qui était à 62% l'année dernière et qui est descendu à 60%, mais qui est quand même élevé, parce que le benchmark, c'est 20%. Donc 60%, quand vous êtes à 60%, ça veut dire qu'en réalité, à un moment donné, vous avez besoin d'emprunter pour rembourser. Sinon, ça limite vos capacités en termes d'investissement. Et c'est la situation dans laquelle ce pays se trouve. Donc je pense que l'idée, ce serait peut-être de baisser le service de la dette, peut-être pas à 20%, mais peut-être à 30%, ou à un moment où la Côte d'Ivoire était à 40%. Mais 60%, ça commence à rentrer dans la période qui pourrait être inquiétante. Ouais. Mais la dette est souvent perçue aussi par nous autres, du lambda, comme négatif dans l'imagerie collective. Est-ce une idée reçue et finalement, existe-t-il une bonne dette ? Non, la dette n'est pas une mauvaise chose tant que vous la gérez bien. Ce que la Côte d'Ivoire a mis en place, qui est très important, c'est une cellule de gestion de la dette et des finances publiques qui fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner, c'est extrêmement important. Et tous les pays empruntent. Maintenant, il faut emprunter de façon intelligente. Ce que ça veut dire, c'est que les premiers revenus d'un pays ne devraient pas être la dette. Les premiers revenus devraient être les revenus propres. Et pour avoir des revenus propres qui soient généralement importants, il faut revoir, si vous voulez, la nature de son économie. Les pays africains, pour la majorité, la Côte d'Ivoire inclus, sont des pays à économie plutôt informelle. Et donc, pour élargir ses revenus, il faut élargir sa base fiscale, parce que c'est la première source de revenus d'un État, la base fiscale. Et donc, élargir sa base fiscale permet justement d'engranger plus de revenus. Et à ce moment-là, quand vous avez plus de revenus, les emprunts deviennent des revenus supplémentaires qui sont nécessaires, surtout quand vous avez des obligations qui sont par exemple en devises étrangères. À ce moment-là, oui, vous pouvez emprunter en devises étrangères pour pouvoir soutenir ces dettes-là. Mais la dette devrait être de revenus supplémentaires, mais pas la source primaire de revenus d'un pays. Ce sont ses revenus propres. Donc c'est développer son marché domestique de sorte à pouvoir capter des ressources propres en élargissant sa base fiscale, en formalisant son économie naturellement. Et le recours à l'emprunt devrait être quelque chose de complémentaire. Justement, le descriptif de l'économie ivoirienne semble, alors si ce n'est dithyrambique, en tout cas assez flatteur. Est-ce que cette note reflète suffisamment la réalité de notre économie finalement ? Alors, ce que j'ai constaté quand je lis le rapport de Moody's et je vois la note, en réalité, je me pose la question de savoir si Moody's a une évaluation particulière pour les pays africains. Parce que moi, je lis ce rapport, en réalité, il correspond à une note d'investissement. C'est-à-dire qu'en réalité, la description de l'économie ivoirienne qui reflète la réalité, puisque nous notons l'économie ivoirienne, mais la note attribuée de BA2 ne correspond pas à cette description. Elle est inférieure à la description. Cette description correspond à une note que j'appellerais, une note d'investissement. Donc, on serait au premier niveau de note d'investissement. Donc on aurait dû être, on va dire, noté plus, mieux. Doit-on déduire qu'il y a une mauvaise appréciation de nos économies par ces agences de notation internationales ? Je pense que... Et comment corriger cela ? Je pense qu'il y a une mauvaise appréciation dans la mesure où on reste dans une logique universelle, en sachant que les pays africains partent avec un handicap qui est extrêmement important. Si on part du principe où la notation en devises étrangères est basée sur le niveau de réserve des devises et que la structure à l'état actuel des pays africains les met dans une situation de faiblesse, donc systématiquement, ils vont avec un élément de retard fondamental, quelle que soit la performance de l'économie, parce que vous voyez bien,
les critères qui vous sont définis reflètent une économie qui est très très solide et qui performe. Mais qui n'a que cette note-là. Parce que le niveau de réserve des devises est faible. Alors, justement, quelle est la note attribuée par Broomfield Investment à la Côte d'Ivoire? Alors, nous notons en monnaie locale. Oui. Et donc, ce que ça veut dire que dans notre méthodologie, la restriction, vous en parlez de plafond de crédit. Oui. Le plafond de crédit est établi en devises étrangères. Et c'est le plafond de crédit est établi en fonction de la crédibilité de la Banque centrale. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est à 3B-. Et je crois qu'ils l'ont rehaussé au niveau de 3B. Et cette limite qu'on appelle le country ceiling n'existe pas en monnaie locale. Oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, en monnaie locale, le pays ou une structure dans le pays peut avoir une note supérieure à l'État, ce qui n'est pas le cas en devises étrangères. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir une note supérieure à la Banque centrale, par exemple. Oui. Okay. Et donc, nos notes sont forcément supérieures dans la mesure où nous n'avons pas cette restriction de plafond souverain et nous n'avons pas la restriction de risque de transfert de devises. Donc nous, la Côte d'Ivoire, nous avons noté, la dernière note que nous avons attribuée à la Côte d'Ivoire, c'est A+, oui, qui correspond à risque faible, oui, et qui correspond à la description qui est donnée, parce que nous avons la même description. Donc A+, par une agence de notation en monnaie locale, oui, une agence de notation africaine, et on est dans les B avec une agence de notation internationale qui est basée sur les devises. Voilà. Finalement, que ce soit Broomfield ou Moody's, est-ce une marque de confiance pour notre pays envers l'économie ivoirienne? Ben absolument. Sinon, je crois qu'on n'en ferait pas... la Côte d'Ivoire n'en ferait pas une grande communication comme ça. C'est une notation qui s'améliore. Évidemment, c'est la crédibilité qui s'améliore. Donc, évidemment, ça veut dire que le marché fera plus confiance à la Côte d'Ivoire, même si ça ne va pas changer grand-chose en termes de taux d'intérêt. Mais la Côte d'Ivoire devient de plus en plus attractive. Oui. Et donc, évidemment, ça va lui créer ce qu'on appelle une flexibilité financière. C'est-à-dire que même dans des situations de trésorerie tendue, les bailleurs, le marché financier continuera à faire confiance à la Côte d'Ivoire parce que justement, cette note-là vient montrer sa capacité à s'améliorer et sa capacité à avoir une économie qui est résiliente, qui est soutenable et qui est hautement performante. Alors, vous faites aussi régulièrement ce qu'on appelle des conférences risque pays. Déjà, qu'est-ce que c'est pour tous nos téléspectateurs? Alors, une conférence risque pays, c'est une conférence que nous organisons chaque année dans différents pays africains et qui établit ce qu'on appelle la cartographie du risque d'investissement, qui est différente de la notation financière qui établit la qualité de crédit. C'est quoi? C'est complémentaire? C'est complémentaire, mais on va dire la qualité de crédit est micro, oui, et la cartographie de risque est macro. La cartographie de risque, c'est établir si vous voulez, l'attractivité du pays en termes d'investissement. Donc, on va évidemment sortir un rapport qui va, avec une note, naturellement, sur 10, qui va établir la cartographie de risque ou l'attractivité du pays en termes d'investissement direct en réalité. Alors, comment on s'intéresse à la Côte d'Ivoire? Quand est-ce que se tiendra la prochaine conférence risque pays sur Alors, c'est le 25 avril au Sofitel Hôtel Ivoire et nous avons commencé à communiquer là-dessus d'ailleurs. Et c'est la 8e édition. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu, si vous voulez, une institution, c'est devenu l'événement économique majeur de la Côte d'Ivoire et qui attire beaucoup de gens, des investisseurs internationaux, nationaux, régionaux, des diplomates, le secteur privé, le secteur public est fortement présent, représenté sur chaque panel d'ailleurs. Ce que nous faisons, nous présentons le rapport de risque pays et le ministre de l'économie de la Côte d'Ivoire réagit au rapport et vous avez 4 panels de discussion thématiques. Alors, dernier point, à quand une autre, voire 3e agence de notation en monnaie locale africaine, puisqu'il y a une différence entre ces notes, entre les deux Alors, vous avez déjà 70 agences régionales, hein, je pense que ça suffit largement. Ce n'est pas un secteur où il y a nécessairement beaucoup de structures. Ceci dit, aujourd'hui, le fait d'avoir des agences de notation régionales vient équilibrer et réduire le biais qui existe avec l'appréciation que font les agents de notation internationale. D'ailleurs, vous avez vu que ces dernières années, beaucoup de pays africains se plaignent
des notes de l'appréciation de leur qualité de crédit par les agences internationales. Donc, ça montre bien la nécessité d'avoir ces agences régionales qui viennent créer justement le biais et donner une meilleure visibilité sur la qualité de crédit des pays africains aux investisseurs locaux, régionaux et internationaux. Alors, ça sera le mot de la fin. On peut féliciter. Donc, il y a cet aspect, j'en profite. Il y a quand même un aspect politique dans cette notation. On tient compte de la stabilité politique. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans le rapport. Oui. Il y a eu une accalmie politique, une stabilité politique qui est très claire en ce moment en Côte d'Ivoire. Et comme ils ont dit, ils espèrent que ça continuera. Et on l'espère tous. Absolument. Pour notre beau pays. Merci infiniment, M. Saneza Zessé, d'être venu sur le plateau et de nous avoir donné plusieurs éclairages sur cette notation. Merci à vous de votre fidélité. Merci aux équipes techniques et bonne continuation sur RTI 1.